Mon mari a ramené une petite fille à la maison et a dit, c'est la fille de mon ami. Elle restera avec nous pendant un moment. Mais elle me ressemblait exactement quand j'étais enfant. Puis j'ai vu son bracelet, mon prénom, Zayana, dessus. J'ai demandé d'où il venait. Elle a dit, ma vraie maman me l'a donné mais je ne l'ai jamais rencontré. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand mon mari Kendrick a franchi la porte d'entrée avec une fillette de 7 ans, j'ai cru voir un fantôme. Elle avait exactement le même visage que moi sur mes photos d'enfance, jusqu'à la minuscule cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Mais quand j'ai vu le bracelet en argent à son poignet avec « Ziana » gravé dessus, mon monde s'est effondré. Je m'appelle Ziana, j'ai 34 ans, et jusqu'à ce mardi soir, je pensais que ma vie était toute tracée. Je suis directrice marketing dans une entreprise technologique du centre-ville, je conduis un SUV pratique et je vis dans une belle maison coloniale avec mon mari depuis 8 ans. Kendrick était tout ce que je croyais vouloir chez un partenaire. Il était brillant, travaillant comme biologiste marin à l'aquarium de Denver, où il étudiait la restauration des récifs coralliens. Il rentrait à la maison avec une odeur d'eau salée et me racontait des histoires sur le poulpe qui avait appris à ouvrir des bocaux ou sur les hippocampes qu'il élevait. Nous avions nos habitudes, nos restaurants préférés, nos virées au marché le dimanche matin. Mais cette nuit-là a tout changé. La fillette se tenait dans l'embrasure de la porte, portant un sac à dos violet qui semblait trop grand pour sa petite silhouette. Ses cheveux bruns tombaient en vagues sur ses épaules, exactement comme les miens au même âge. Elle serrait contre sa poitrine un ours en peluche usée, dont la fourrure brune était emmêlée par des années d'affection. Quand elle a levé ses immenses yeux bruns vers moi, j'ai eu le souffle coupé. Ce n'étaient pas seulement des yeux similaires aux miens. C'étaient mes propres yeux, comme un copier-coller sur le visage d'une enfant. « Voici Mera », a dit Kendrick, la main sur son épaule. Sa voix était étrange, comme s'il forçait un ton désinvolte à travers une gorge nouée. Elle doit rester avec nous pour quelque temps. Je ne pouvais plus bouger. Mes pieds semblaient collés à notre parquet tandis que les souvenirs affluaient. Ma mère me montrant des photos de mes 7 ans. Les photos de classe où je souriais avec des dents de devant en moins. La cicatrice au-dessus de mon sourcil gauche, souvenir d'une chute de vélo. Cet enfant avait tout. Chaque détail qui faisait de moi une personne unique se reflétait comme dans un miroir tourné vers le passé. « Bonjour », dit doucement Mera, sa voix fluette mais claire. « Monsieur Kendrick a dit que vous êtes très gentil. Il a dit que vous me laisseriez peut-être dormir dans votre chambre d'amis, celle avec les murs jaunes. » Comment connaissait-elle les murs jaunes? Nous n'avions jamais eu d'enfant à la maison. Cette pièce avait été peinte en jaune il y a 3 ans, quand nous avions encore de l'espoir. Quand nous pensions qu'elle deviendrait une chambre d'enfant. Maintenant, elle abritait un appareil de musculation et des cartons de décoration de Noël. Kendrick a changé de pied, évitant toujours mon regard. Si on installait Mera d'abord? On pourra parler après. J'ai hoché la tête machinalement, l'esprit en ébullition. Quelque chose n'allait vraiment pas. Les mains de Kendrick tremblaient alors qu'il posait la petite valise de Mera. Il savait que je le remarquerais. En 8 ans de mariage, j'avais appris à décrypter le moindre de ses signes révélateurs. Sa façon de se frotter la mâchoire quand il était nerveux, ou de réorganiser des choses qui n'en avaient pas besoin quand il cachait quelque chose. « Tu as faim, ma chérie ?» m'entendis-je demander, surprise que ma voix paraisse si normale. Mera hocha la tête avec enthousiasme. « Monsieur Kendrick a dit que vous faites de très bons spaghettis. C'est mon plat préféré. » Un autre coup de poing dans l'estomac. Les spaghettis étaient aussi mon plat préféré à son âge. Ma mère en préparait tous les vendredis soirs et me laissait l'aider à remuer la sauce. Je me tenais sur un marchepied, une cuillère en bois à la main, me sentant si grande. Alors que je les faisais entrer, j'ai aperçu un éclat d'argent au poignet fin de Mera, un bracelet, délicat et démodé, avec une gravure. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'étais sûr qu'il pouvait l'entendre. Je connaissais ce bracelet. Je le connaissais parce que je l'avais porté tous les jours de mon 13e à mon 18e anniversaire, jusqu'à ce qu'il disparaisse pendant mon année en Italie. L'année que j'avais tant essayé d'oublier. « Viens », dis-je, ma voix à peine un murmure. « Allons te donner quelque chose à manger. » Alors que Mera passait devant moi pour entrer dans la maison, le bracelet a capté la lumière. La gravure était parfaitement lisible, Ziana. Mon nom sur l'enfant d'une inconnue, une enfant qui me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Kendrick a finalement croisé mon regard, et à cet instant, j'ai tout vu, la culpabilité, la peur, des secrets enfouis depuis 7 ans. Ma vie parfaite n'était pas seulement en train de se fissurer. Elle était sur le point d'exploser.
Ce mardi avait commencé comme n'importe quel autre jour dans notre banlieue de Denver. Je m'étais réveillé à 6h30 au son du réveil de Kendrick, l'avais regardé se traîner jusqu'à la douche pendant que je préparais le café dans notre cuisine impeccable. Le soleil du matin filtrait par les fenêtres, illuminant le coin repas où nous avions partagé des milliers de repas. Chaque chose avait sa place dans notre maison. Le porte-épices rangé par ordre alphabétique, les coussins parfaitement gonflés, les photos sur la cheminée montrant 8 années d'un bonheur soigneusement mis en scène. En retard, avait dit Kendrick en attrapant sa tasse de voyage. Il m'avait embrassé sur la joue, ses lèvres effleurant à peine ma peau. Je reçois un nouveau lot de fragments de corail aujourd'hui. J'avais acquiescé, déjà en train de faire défiler mes emails sur mon téléphone. J'ai la présentation pour la campagne Peterson à 15h. Je serai probablement à la maison vers 18h. Parfait. Je t'aime. Je t'aime aussi. Les mêmes mots que nous nous disions chaque matin depuis des années, usés comme des galets. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre avec une efficacité bien rodée, deux personnes qui avaient appris à partager un espace sans vraiment se connecter. La plupart du temps, notre maison semblait trop grande. 4 chambres, 3 salles de bain, un sous-sol aménagé que nous n'utilisions jamais. Nous l'avions acheté il y a 5 ans, à l'époque où nous pensions la remplir d'enfants. À l'époque où je passais des heures sur Pinterest à planifier des thèmes de chambres de bébés et à débattre si les dinosaures ou les éléphants faisaient de meilleurs autocollants muraux. La chambre d'amis restait vide, porte close, dans l'attente d'un avenir qui refusait d'arriver. 3 fausses couches m'avaient appris à ne plus espérer. La première à 10 semaines, juste après que nous ayons commencé à l'annoncer. La deuxième à 8 semaines. Pour la troisième, je n'ai même pas atteint 6 semaines. Mon médecin avait fait des tests, sans rien trouver d'anormal. Parfois, ces choses arrivent, c'est tout, avait-elle dit, comme si cela expliquait pourquoi mon corps échouait constamment à faire la seule chose pour laquelle il était censé être conçu. Kendrick avait géré la situation en se plongeant davantage dans son travail. Il restait tard à l'aquarium, rentrant en parlant des niveaux de pH et des températures de l'eau. Je m'étais jeté à corps perdu dans ma carrière, acceptant des clients plus importants, travaillant le week-end. Nous avions cessé de parler de bébé. Nous avions cessé de parler de beaucoup de choses. Ce jour-là, au déjeuner, ma collègue Janine m'avait demandé mes projets pour le week-end. Peut-être un film, avais-je répondu en picorant ma salade. Kendrick veut essayer ce nouveau restaurant de sushi en ville. Vous deux, vous êtes si stables, avait-elle soupiré. Mon copain n'arrive même pas à s'engager pour un dîner. Stable. C'est ce que nous étions. Prévisible, sûr. Nous faisions l'amour le samedi matin, les courses le dimanche après-midi, et cuisinions à tour de rôle pendant la semaine. Nous avions construit une vie qui paraissait parfaite de l'extérieur. À l'intérieur, j'avais l'impression que nous étions des colocataires jouant à la famille. Le texto de Kendrick est arrivé à 15h15, juste après ma présentation. J'amène un invité pour le dîner. Mon collègue Damon a besoin d'aide. J'avais été surprise mais contente. Nous recevions rarement des gens. La plupart de nos amis avaient des enfants maintenant, et leur vie tournait autour des entraînements de foot et des pièces de théâtre de l'école. Je m'étais arrêté chez Whole Foods en rentrant, achetant une portion de saumon supplémentaire, une bouteille de vin, des crackers et du fromage un peu chic. En cuisinant, je m'étais senti vraiment enthousiaste. C'était peut-être ce dont nous avions besoin. De nouvelles personnes, une nouvelle conversation. J'ai mis la table avec nos belles assiettes, allumé une bougie, choisi une musique de jazz en fond sonore. La maison sentait le romarin et le citron quand j'ai entendu la voiture de Kendrick dans l'allée à 18h15. J'ai lissé ma robe, vérifié mon reflet dans le miroir du couloir. Professionnelle mais accessible, l'hôtesse parfaite, la femme parfaite. Puis j'ai ouvert la porte. Kendrick se tenait sur notre porche, mais il n'était pas seul. Au lieu du collègue adulte que j'attendais, une petite fille se tenait à ses côtés. Elle portait un jean avec des papillons brodés sur les poches et un t-shirt rose avec une licorne. Son sac à dos violet traînait par terre. L'ours en peluche dans ses bras avait un œil en moins et un ruban rouge autour du cou. Mais c'est son visage qui a arrêté le temps. Je connaissais ce visage. Je l'avais vu chaque matin dans le miroir quand j'avais 7 ans. La même peau mate, le même menton pointu, la même façon de pencher légèrement la tête en rencontrant quelqu'un de nouveau. Même la cicatrice au-dessus de son sourcil gauche, fine et blanche, exactement là où se trouvait la mienne avant qu'elle ne s'estompe avec l'âge. Voici Mera, a dit Kendrick. Et j'ai su que notre vie si soigneusement construite était sur le point de s'effondrer. Elle va rester avec nous quelque temps, a dit Kendrick,
sa main posée de manière protectrice sur l'épaule de Mera. Damon a eu un accident de voiture. Il est en soins intensifs à l'hôpital presbytérien. Il n'a pas d'autre famille. Je me suis forcé à sourire, bien que mes jambes soient comme du coton. Bien sûr. Entre, ma chérie. Tu dois être fatiguée. Mera est entrée dans notre maison comme si elle y avait toujours vécu. Elle n'a pas hésité dans l'entrée ni regardé autour d'elle avec la curiosité d'une première visite. Au lieu de cela, elle est allée directement au salon et s'est assise sur le fauteuil bleu, celui que Kendrick choisissait toujours quand nous regardions la télévision. Ses petits doigts ont tracé le motif sur la coudoir, un geste si familier que cela m'a serré la poitrine. « Où est-ce que je mets mes affaires ?» a-t-elle demandé en me regardant droit dans les yeux. Sa voix était légèrement rauque, exactement comme la mienne au même âge. Ma mère disait que je ressemblais à une petite chanteuse de jazz. La chambre d'amis, a répondu rapidement Kendrick. Celle à l'étage avec les murs jaunes. Je l'ai dévisagée. Nous ne l'appelions jamais la chambre jaune. C'était toujours la chambre d'amis, parfois, quand nous nous sentions particulièrement masochistes, la chambre vide. Mais Mera a hoché la tête comme si cela allait de soi. Pendant le dîner, je l'ai regardé manger ses spaghettis de la même manière que moi enfant, enroulant sa fourchette exactement 3 fois avant chaque bouchée. Elle tenait sa fourchette dans la main gauche et son couteau dans la droite, à l'européenne, tout comme ma grand-mère me l'avait appris. C'est vraiment bon, a dit Mera en s'essuyant la bouche avec sa serviette. Presque aussi bon que les spaghettis de chez Antonio. Ma fourchette a heurté mon assiette avec un bruit sec. Antonio S. était un petit restaurant italien à Colorado Springs, où j'avais grandi. Il avait fermé il y a 15 ans. Tu es allé chez Antonio ? Ai-je demandé, ma voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. Kendrick est intervenu. Un autre Antonio, à Denver, près de l'appartement de Damon. Mais Mera a secoué la tête. Non, celui avec les nappes à carreaux rouges et le jukebox qui ne jouait que des vieilles chansons. Papa m'a montré des photos. Mes mains se sont mises à trembler. J'ai serré mon verre d'eau pour les stabiliser. Kendrick ne voulait pas croiser mon regard, soudainement fasciné par ses pattes. Parle-moi de ton père, dis-je prudemment. De Damon. Il travaille sur des ordinateurs, a dit Mera. Il est très intelligent. Il a les cheveux bruns et des lunettes. Il me laisse veiller tard le vendredi pour regarder des films. Générique. Trop générique. Comme si elle récitait un script qu'elle avait mémorisé. Et ta mère ? Les mots m'ont échappé avant que je puisse les retenir. Le visage de Mera a changé, une tristesse s'installant sur ses traits. Je n'ai pas de maman. Enfin, si, mais elle ne pouvait pas me garder. Papa dit qu'elle m'aimait beaucoup, cependant. Elle m'a donné ça avant que je sois adopté. Elle a levé son poignet, montrant le bracelet en argent. La pièce a tourné. Je me suis agrippé au bord de la table. Ce bracelet. Mon bracelet. Celui que ma grand-mère m'avait offert pour mon 13e anniversaire, avec mon nom gravé dans son écriture soignée. Celui qui avait disparu pendant mon séjour en Italie, quand tout avait mal tourné. Je peux le voir, ai-je murmuré. Mera a tendu son poignet fin avec confiance. Là, c'était écrit, Ziana. Mon nom sur le bracelet de cet enfant qui me ressemblait trait pour trait. Où as-tu eu ça ? Ai-je demandé, ma voix à peine audible. Ma vraie maman me l'a donné quand je suis né, a dit simplement Mera. Papa dit qu'elle voulait que j'aie quelque chose d'elle, mais je ne l'ai jamais rencontrée. Les mots m'ont frappé comme des coups. Vraie maman, quand je suis né, jamais rencontrée. Je me suis levé brusquement, ma chaise raclant le sol. Excusez-moi, je dois vérifier quelque chose dans la cuisine. J'ai atteint l'évier avant que mes jambes ne cèdent. Agrippé au comptoir, je me suis forcé à respirer. Dans la salle à manger, j'entendais la voix faussement joyeuse de Kendrick demander à Mera comment ça se passait à l'école, essayant de combler le silence que j'avais laissé derrière moi. Rien n'avait de sens. La chronologie était impossible. Il y a 7 ans, j'avais 27 ans, j'étais marié à Kendrick depuis 1 an. Je n'étais pas enceinte. Je l'aurais su. Je m'en serais souvenu, n'est-ce pas ? Mais le bracelet, le visage, les manières, la connaissance de lieux qu'elle n'aurait pas dû connaître. Tout chez cet enfant criait une vérité que je ne pouvais pas comprendre. Quand je suis retourné dans la salle à manger, Mera bâillait. Elle doit être épuisée, dis-je, m'étonnant de mon ton si normal. Allons te préparer pour le lit. Alors que je la conduisais à l'étage, je sentais les yeux de Kendrick me brûler le dos. Quel que soit le secret qu'il gardait, quelle que soit la vérité impossible qui se déroulait dans notre maison, j'allais le découvrir,
même si cela devait détruire tout ce que je croyais savoir de ma vie. J'ai attendu jusqu'à minuit. La respiration de Kendrick s'était approfondie pour atteindre le rythme régulier que je savais être celui du sommeil profond. Pendant 3 heures, j'étais resté allongé à côté de lui, raide comme une planche, mon esprit tourbillonnant d'impossibilités. Le bracelet, le visage, les souvenirs qui semblaient juste hors de portée, comme essayer de se rappeler un rêve au réveil. Glissant hors du lit, j'ai marché pieds nus jusqu'à son bureau. Kendrick gardait tout méticuleusement organisé, des dossiers étiquetés par année, des mots de passe dans un carnet en cuir qu'il pensait que je ne connaissais pas. Le tiroir du bureau était verrouillé, mais je savais où il cachait la clé, scotchée sous la figurine de dauphin en céramique que sa mère nous avait offerte comme cadeau de mariage. Mes mains tremblaient en ouvrant le tiroir. À l'intérieur se trouvaient des chemises cartonnées, des relevés bancaires, et tout au fond, une épaisse enveloppe marquée « Confidentiel » à l'encre rouge. Mon cœur battait la chamade alors que je la sortais. Le premier document était un certificat d'adoption. Mera Jade Thompson, lisait-on. Date de naissance, 15 mars 2017. Ma vision s'est brouillée. J'ai fait le calcul. 9 mois avant mars 2017, c'était juin 2016. Mon semestre en Italie. Sauf que je n'étais jamais allé en Italie. La réalisation m'a frappé comme une force physique. Je me suis effondré sur la chaise de bureau de Kendrick, des papiers éparpillés sur mes genoux. D'autres documents, des dossiers médicaux d'un hôpital de Colorado Springs, un acte de naissance avec le nom de la mère noircie, mais je pouvais voir clairement le nom du père. Kendrick Thompson. Non, ai-je murmuré. Ce n'est pas possible. Mais le papier suivant a détruit tout doute. Une photographie. Moi, clairement enceinte, de profil contre un mur blanc. Mon visage paraissait plus jeune, plus rond, effrayé. Je portais une blouse d'hôpital. Quelqu'un avait écrit au dos, Z, 36 semaines. Les souvenirs ont déferlé comme une rupture de barrage. Pas l'Italie, jamais l'Italie. Un établissement privé à Colorado Springs. Les conversations à voix basse de mes parents, les pilules qui rendaient tout flou. Le docteur Martinez avec sa voix douce disant « C'est pour le mieux, Ziana. Tu es si jeune. Tu as toute la vie devant toi. » J'avais 17 ans, en terminale. Le garçon était plus âgé, à l'université. J'avais été si stupide, si confiante. Quand je l'ai dit à mes parents, ma mère avait pleuré pendant 3 jours d'affilée. Mon père avait passé des appels, tout arrangé. Ils avaient dit à tout le monde que j'avais gagné une bourse pour étudier à l'étranger. Le bébé est mort, avait-il dit à mon réveil après l'accouchement. Des complications. Personne ne pouvait rien faire. Je les avais crus. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'étaient mes parents. Ils m'aimaient. Ils voulaient ce qu'il y avait de mieux. Mon téléphone a vibré. Un texto de ma mère. J'ai vu la voiture de Kendrick tout à l'heure. Tout va bien? Elle savait. Elle avait su depuis le début. Je l'ai appelée, peu importe qu'il soit plus de minuit. Elle a répondu à la première sonnerie, comme si elle attendait. Maman, dis-je, ma voix d'un calme mortel. Parle-moi du 15 mars 2017. Silence, puis une respiration tremblante. Ziana, ma chérie, il faut qu'on parle en personne. Non, maintenant. Dis-le-moi maintenant. Le bébé n'est pas mort. Les mots sont sortis en un flot. Elle était parfaite, en bonne santé, mais tu étais si jeune, ma chérie. Tu avais l'université devant toi, tout un avenir. Nous pensions te protéger. Vous avez donné mon bébé. Ma voix s'est brisée. Les Thompson étaient des amis de la famille. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants. Ça semblait être la solution parfaite. Les parents de Kendrick ont promis de bien l'élever, et ils l'ont fait, ma chérie. Ils l'aimaient. Le téléphone a glissé de mes doigts engourdis. Les parents de Kendrick, décédés l'année dernière, le laissant tuteur de Mera. J'ai entendu des pas dans l'escalier. Kendrick est apparu dans l'embrasure de la porte, les cheveux en désordre. Il a vu les papiers étalés sur son bureau, le tiroir ouvert, mon visage couvert de larmes. Tu savais, dis-je. Quand on s'est rencontrés, quand on est sortis ensemble, quand on s'est mariés, tu savais qu'elle était ma fille. Il s'est avancé, les mains levées comme s'il approchait un animal sauvage. Ziana, s'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. Expliquer quoi? Que tu as élevé ma fille pendant 7 ans? Que chaque fois que je pleurais à cause des fausses couches, tu savais que mon enfant était en vie? Que tout ce mariage est bâti sur un mensonge? Je suis tombé amoureux de toi avant de savoir, a-t-il dit désespérément. Mes parents ne me l'ont dit qu'après que j'ai dit que je voulais t'épouser.
Ils pensaient que tu devais savoir. Mais tes parents nous ont supplié d'attendre. Ils ont dit que tu avais construit une nouvelle vie, que tu étais heureuse. Heureuse? J'ai ri, un rire sec et amer. Je meurs à petit feu depuis 7 ans, et tout le monde le savait sauf moi. À l'étage, une porte s'est ouverte. De petits pas ont traversé le couloir. Nous nous sommes tous les deux figés, à l'écoute. J'allais te le dire, a murmuré Kendrick. J'ai essayé de trouver le bon moment, la bonne façon. Quand mes parents sont morts et que je suis devenu son tuteur légal, j'ai su que je ne pouvais plus le cacher. Les pas se sont arrêtés en haut de l'escalier. Une petite voix a appelé « Est-ce que tout va bien ?» Ma fille. Ma fille appelait dans l'obscurité, et elle ne savait même pas qui j'étais. « Tout va bien, ma chérie », a appelé Kendrick. « Retourne te coucher. » Mais j'étais déjà en mouvement, le bousculant pour me diriger vers les escaliers. Je ne pouvais plus faire semblant. Je ne pouvais plus jouer à ce jeu malsain où tout le monde connaissait la vérité, sauf les 2 personnes qui comptaient le plus. Mera se tenait en haut des escaliers dans un pyjama couvert d'étoiles, son ours en peluche serré contre sa poitrine. Dans la faible lumière du couloir, elle semblait si petite, si vulnérable. Mon cœur s'est brisé à nouveau. J'ai entendu des voix, a-t-elle dit. Vous vous disputiez? J'ai monté les escaliers lentement, Kendrick juste derrière moi. Arrivé en haut, je me suis agenouillé à sa hauteur. De si près, je pouvais voir les éclats dorés dans ses yeux bruns, exactement comme les miens. La façon dont son nez se plissait quand elle était inquiète, tout comme le mien. Mera, dis-je doucement. Nous devons te parler de quelque chose d'important. Elle nous a regardés tour à tour, trop perspicace pour une enfant de 7 ans. C'est à propos de mon papa? Il va bien? Il n'y a pas de Damon, a dit tranquillement Kendrick. Je suis désolé, Mera. C'était un mensonge. Son visage s'est crispé de confusion. Je ne comprends pas. J'ai pris sa petite main dans la mienne, sentant ses os délicats, sa peau douce. Viens t'asseoir avec nous. On va tout expliquer. Nous sommes allés au salon. Mera s'est blottie sur le canapé entre nous, serrant toujours son ours. Je pouvais sentir la tension de Kendrick irradier de l'autre côté d'elle, mais je me suis concentré uniquement sur ma fille. Ma fille, qui ne savait pas qu'elle était ma fille. La vérité, c'est que je me suis occupé de toi depuis que tu es un bébé, a commencé Kendrick. Mes parents, tes grands-parents, t'ont élevé jusqu'à l'année dernière. Mais tu as dit que mes vrais parents ne pouvaient pas me garder, a murmuré Mera. Ton père ne pouvait pas, dis-je, ma voix stable malgré les larmes qui coulaient sur mon visage. Il était jeune et effrayé et a disparu quand il a appris pour toi. Mais ta mère, elle voulait te garder. Elle le voulait plus que tout au monde. Les yeux de Mera se sont écarquillés. Elle a baissé les yeux sur son bracelet, puis de nouveau sur moi. J'ai vu le moment où elle a compris. Les enfants sont tellement plus intelligents qu'on ne le pense. C'est vous, a-t-elle soufflé. Vous êtes ma maman. C'est pour ça que j'ai votre nom. J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Mais pourquoi ne m'as-tu pas gardé? La douleur dans sa voix a failli me tuer. J'avais 17 ans, ai-je réussi à dire, encore au lycée. Mes parents m'ont dit que tu étais morte à la naissance. Ils t'ont donné aux parents de Kendrick sans me le dire. Je ne savais pas que tu étais en vie avant ce soir. Mera a digéré cela avec l'étrange solennité que les enfants montrent parfois. Alors tout le monde a menti. Oui, a dit Kendrick. Tout le monde a menti. Et je suis tellement désolé, Mera. J'aurais dû dire la vérité plus tôt. Elle s'est tournée vers lui. Tu es mon papa? Non, ma chérie, mais je t'aime depuis le jour de ta naissance. Mes parents t'ont ramené à la maison quand tu avais 3 jours et j'étais là. Tu étais si petite, mais tu as attrapé mon doigt et tu ne l'as plus lâché. Et vous? Mera m'a regardé. Est-ce que vous m'aimez? La question a brisé quelque chose en moi. Je t'ai aimé chaque jour pendant 7 ans, dis-je. Même quand je pensais que tu n'étais plus là. Je t'ai aimé quand je ne savais pas que tu existais. Je t'ai porté dans mon cœur depuis l'instant où tu es né. Elle est restée silencieuse un long moment. Puis, avec la simple sagesse d'une enfant, elle a demandé « Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant ?» J'ai regardé Kendrick par-dessus sa tête. Son visage était trempé de larmes. La culpabilité et l'amour se lisaient sur son expression. Malgré tout, malgré les mensonges et la trahison, il avait été là pour elle. Il avait élevé ma fille quand je ne le pouvais pas, quand je ne savais même pas que je devais le faire. Maintenant, dis-je prudemment. Nous allons trouver comment être une famille, une vraie, sans plus de mensonges.
Est-ce que je peux continuer à t'appeler Kendrick? Lui a demandé Mera. Je ne suis pas prête à appeler quelqu'un papa. Bien sûr, a-t-il dit, la voix étranglée. Elle s'est tournée vers moi. Et je ne suis pas prête à t'appeler maman non plus. C'est d'accord? Ça faisait mal, mais je comprenais. Tu peux m'appeler Ziana. Et quand tu seras prête, si jamais tu le es, tu pourras m'appeler comme tu le sentiras. Mera a hoché la tête, puis a bâillé bruyamment. Je peux dormir dans votre lit ce soir? Je ne veux pas être seule. Oui, avons-nous dit tous les deux en même temps. En la portant jusqu'à notre chambre, son poids chaud et solide dans mes bras, j'ai senti quelque chose changer dans l'univers. Les mensonges étaient brisés. La vérité était désordonnée, douloureuse et compliquée. Mais ma fille était en vie. Elle était là. Et pour la première fois en 7 ans, le vide dans mon cœur a commencé à se guérir. 3 mois ont passé depuis cette nuit. Je suis assise dans notre jardin et je regarde Mera jouer sur la balançoire que nous avons installée la semaine dernière. Elle pousse sur ses jambes, les cheveux volant derrière elle, riant de quelque chose qu'elle seule trouve drôle. Kendrick est au barbecue, préparant des hamburgers pour le dîner. Cela ressemble à une scène de famille normale. D'une certaine manière, ça l'est. D'autres, nous cherchons encore notre chemin. La vérité, j'ai appris, ne répare pas tout instantanément. Elle vous donne juste un point de départ. Mes parents et moi nous parlons à peine maintenant. Ils appellent chaque semaine, mais les conversations sont guindées. Prudente. Ma mère pleure à chaque fois, s'excusant encore. Nous pensions te protéger, dit-elle. Je la crois. Je ne peux pas non plus lui pardonner pour l'instant. Peut-être un jour. Pas aujourd'hui. Kendrick et moi avons commencé une thérapie de couple la semaine après que Mera a appris la vérité. Notre thérapeute, le docteur Chen, ne mâche pas ses mots. Les fondations de votre mariage reposent sur la tromperie, a-t-elle dit lors de notre 2e séance. Vous devez décider si vous voulez tout démolir pour reconstruire, ou si vous préférez tourner la page. Nous sommes toujours en train de décider. Certains jours, je le regarde et je ne vois que l'homme qui m'a privé de ma fille. D'autres jours, je vois la personne qui l'a aimée quand je ne le pouvais pas, qui s'est assuré qu'elle ait des fêtes d'anniversaire, des histoires avant de dormir et quelqu'un pour vérifier s'il y avait des monstres sous le lit. La colère et la gratitude coexistent, me serrant la poitrine. Mera va aussi en thérapie. Elle a beaucoup de choses à assimiler. S'étend à croire une histoire sur sa vie pour découvrir que tout était fiction. Mais les enfants sont résilients. Elle s'adapte plus vite que nous tous. Mardi dernier, elle est rentrée de l'école avec un projet d'arbre généalogique. Je ne sais pas quoi mettre, a-t-elle dit en étalant le papier sur la table de la cuisine. Tout le monde a des familles normales. Personne n'a une famille normale, lui ai-je dit. Ils ont juste des complications différentes. Elle y a réfléchi, puis a commencé à écrire. Sous « maman », elle a mis mon nom. Sous « papa », elle a laissé un blanc. Sous « tuteur », elle a mis Kendrick. Sous « grands-parents », elle a mis les parents de Kendrick avec des anges à côté de leur nom. Les noms de mes parents sont allés dans une case séparée qu'elle a intitulée « grands-parents biologiques ». C'est bon comme ça, a-t-elle demandé. C'est parfait, ai-je dit. C'est ta vérité. Les étapes importantes se manifestent dans de petits moments. La première fois qu'elle a cherché ma main pendant que nous faisions les courses. La nuit où elle a fait un cauchemar et est venue me voir au lieu de Kendrick. L'après-midi où elle a dit « Ziana, tu peux m'apprendre à tresser mes cheveux comme les tiens ?» Elle ne m'a toujours pas appelé maman. J'ai cessé d'attendre. Si ça arrive, ça arrive. Sinon, je suis quand même sa mère. La biologie en a décidé ainsi. Pour tout le reste, nous construisons jour après jour. Kendrick m'apporte un hamburger préparé exactement comme je l'aime. Elle devient courageuse sur cette balançoire, dit-il. Trop courageuse, j'acquiesce, en la regardant se pencher en arrière, les bras grands ouverts. On s'en est bien sorti aujourd'hui, dit-il doucement. C'est devenu notre rituel du soir, reconnaître les petites victoires. On s'en est bien sorti, je répète. Mera saute de la balançoire à son point le plus haut, atterrissant accroupie comme une super-héroïne. Elle lève les bras en signe de triomphe, puis court vers nous. « Vous avez vu ça ?» crie-t-elle. « J'ai volé. » « On a vu », confirme Kendrick. « Très impressionnant. » Elle s'assoit à côté de moi, piquant une frite dans mon assiette. « Ziana. »« Oui. » Sarah à l'école a demandé pourquoi j'habite avec toi si tu n'es pas ma maman. Je lui ai dit que tu étais ma maman. Que tu m'avais juste donné et que tu m'avais retrouvé. Comme dans un conte de fées, mais à l'envers. Ma gorge se serre.
Et qu'est-ce que Sarah a dit? Elle a dit que c'était bizarre mais cool. On peut avoir de la glace en dessert? Et voilà, elle est passée à autre chose. L'énorme complexité de notre situation réduite est bizarre mais cool dans l'esprit d'une enfant de 7 ans. C'est peut-être ça, la leçon. Peut-être que guérir, ce n'est pas rendre tout parfait. C'est faire en sorte que ça marche. C'est choisir d'être présent chaque jour, même quand l'histoire de votre parcours est désordonnée, douloureuse et pleine de pertes. Le bracelet entoure toujours le poignet de Mera. Mon nom en argent, captant la lumière du soir. Un rappel de l'enfant que j'ai perdu et retrouvé. Des années volées et des années que nous avons encore devant nous. Parfois, la famille que l'on est censé avoir prend un long détour pour arriver à destination. Parfois, les secrets destinés à protéger deviennent des prisons. Mais la vérité, aussi douloureuse soit son arrivée, a une façon de nous libérer tous. Et parfois, juste parfois, cela suffit. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour aimer cette vidéo et la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Vos commentaires comptent énormément pour moi. Je lis chacun d'entre eux. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle publication. Merci d'être là, pour votre écoute et de faire partie de cette communauté. À la prochaine fois.